Bonjour, et voici le moment tant attendu par tous, un moment important pour tous ceux qui ont fait du surf pendant quelques jours. C'est un condensé, un résumé du congrès qui va être présenté par Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, donne-nous la substantifique moelle de ce congrès AFEF. Merci. Merci Marc, et merci au comité d'organisation de l'AFEF de m'avoir sollicité pour cette séance de débrief. Je peux enlever mon masque, peut-être. Merci. Alors, faire une synthèse des présentations orales ou sous forme de poster signifie faire des choix, et je prie tous ceux dont les présentations très intéressantes qui ne seront pas résumées ici de bien vouloir m'en excuser. Voici mes conflits d'intérêts. On va peut-être parler un peu des abréviations que nous allons rencontrer parce que nous avons eu beaucoup de choses. Alors, on est familier maintenant avec beaucoup de choses, mais bon, il y a fibrose avant CFA ou FHA, le fibroscan on connaît, le LSM pour liver stiffness measurement, mais aussi c'est la MDF, la mesure de la dureté du foie, qui est équivalente à la mesure de l'élasticité hépatique selon les présentations. Donc la MAFLD, j'en dirai peut-être un peu plus. Le NFS, c'est pas l'hémogramme, mais le NAFLD Fibrosis Score. Et on a eu les TNIFs, ou les TSFNI pour les tests non invasifs de fibrose. Tout ça, c'est un petit peu pour mettre tout ça en mesure. Et puis, syndrome métabolique, on connaît. Alors, voici le plan que je vais adopter avec les maladies chroniques du foie dans leur ensemble, les stéatopathies qui nous occupent beaucoup, les hépatopathies virales, l'hypertension portale, l'insuffisance hépatocellulaire, les tumeurs hépatiques, la transplantation et les maladies rares ou moins rares. Alors, pour les maladies chroniques du foie, eh bien, nous avons un premier questionnaire, une étude faite par l'équipe d'Angers qui a envoyé un questionnaire à des médecins généralistes et à des diabétologues de l'ouest et du sud de la France pour savoir quelle était la connaissance de ces praticiens pour effectivement les maladies chroniques du foie. Donc c'était en 2020, 678 questionnaires ont été envoyés à 500 médecins généralistes, 178 diabétologues ont répondu aussi, l'âge moyen des répondants était de 49 ans. Et qu'est-ce que l'on retient de cette étude ? Eh bien que la prévalence des maladies chroniques du foie est sous-estimée par 90% des médecins généralistes, alors qu'elle est plutôt bien estimée par les diabétologues. Il y avait également une sous-estimation de la proportion de CHC diagnostiqués au stade de complication dans les deux groupes. Et puis, fait important aussi, c'est que les tests non invasifs de fibrose étaient prescrits par moins de la moitié de ces praticiens. Et quand on voit sur cette figure, eh bien, on voit effectivement que le FIB4 était connu de moins de 15% des médecins généralistes et de moins de 30% des diabétologues. Alors, quand on dit qu'il faut faire un FIB4, il faut d'abord qu'ils sachent ce que c'est qu'un FIB4. Donc, il y a une sous-estimation du poids des maladies chroniques du foie et il est important de communiquer auprès de nos collègues médecins généralistes et de nos collègues diabétologues. Alors, qu'en est-il justement du FIB4 lorsqu'on veut dépister les maladies en CHU ? Voilà une première étude menée à Bordeaux. Le FIB4 était calculé automatiquement pour tous les patients de 18 à 70 ans hospitalisés pendant une période entre septembre 2019 et mars 2020 avant le Covid. Et les critères de non-inclusion, c'était des malades qui étaient peut-être avec des tests un peu perturbés comme en réanimation, en oncologie ou en gynéco-obstétrique et bien entendu en hépatogastro. Alors le FIB4, je vous rappelle, on l'a dit plusieurs fois, ça tient compte de l'âge des transaminases et des plaquettes, avec notamment ici la racine carrée des alates. Le seuil à 2,67 signifie le risque élevé de fibrose, et pour le risque intermédiaire, il est entre 1,3 et 2 pour les sujets de moins de 65 ans, et au-delà de 2 pour les sujets de plus de 65 ans, en raison de l'âge. Alors, quels sont les résultats ? Sur 16 100 tests, le FIB4 était élevé à plus de 2,67 dans 7,3%. Retenez bien ce chiffre parce qu'on va le voir approximativement dans cet ordre-là dans les autres études. Et après exclusion de 809 faux positifs du FIB4, 356 sujets avaient une deuxième évaluation. Une consultation avait été organisée avec un fibroscan pour 159 malades et au bout du compte, le fibroscan était à plus de 8 kPa pour 64 personnes, soit 40,3% de ce sous-groupe, mais ça représentait 0,4% de la cohorte totale. Et l'alcool était majoritairement la cause de ces hépatopathies, puis la nephaldie et l'insuffisance cardiaque dans 20% des cas. Alors, faut-il calculer automatiquement le FIB4 pour repérer les malades sévères ? Quand on voit cette autre étude menée dans notre CHU, donc à Bobigny, donc à Bondy, eh bien,
Le FIB4 était calculé dans les mêmes conditions, de façon un peu systématique, et puis ça inclut la période de confinement de l'an dernier, évidemment. Donc on va voir des patients qui étaient atteints de Covid, et les patients aussi étaient exclus lorsqu'ils étaient dans des services où les transaminases pouvaient être augmentées. Eh bien, on va voir que le FIB4 était élevé à plus de 67 dans 7,7% des cas. On retrouve à peu près la même proportion. Après exclusion des faux positifs, ce qui était un gros travail de Véronique Rondeau-Lemaire et de Nathalie Gane, eh bien, il a fallu effectivement exclure les sujets, dont les 80 sujets Covid positifs, et il y avait, au bout du compte, 34 vrais positifs. De même, une consultation à fibroscan ont été organisées, 14 patients ont été vus à ce jour, et le fibroscan était à plus de 8 kPa dans 6 cas, ce qui représente 0,13% de la population totale. 2 patients avaient de l'alcool, 4 patients avaient une NASH. Donc, est-ce aussi rentable? Eh bien, la rentabilité dans ce travail est plutôt faible, et une généralisation du FIB4 pourrait conduire à de nombreuses consultations s'il n'y a pas un filtre intermédiaire ou un test intermédiaire. Je pense qu'il dans un CHU, mais aussi au-delà, il va falloir aussi former les médecins et, en dehors de l'hôpital, former les médecins généralistes. Et puis, un conseil que nous donnent ces équipes, c'est qu'il faut peut-être attendre un peu avant d'interpréter un FIB4. Il faut attendre quelques semaines d'éliminer les faux positifs. On va parler de l'alcool, puisque l'alcool est quand même la maladie dominante dans nos consultations. Eh bien, là, c'est un travail présenté par Alexandre Louvet à partir de la cohorte cirale, qui a montré que chez les patients atteints de cirrhose, une faible consommation d'alcool pouvait être délétère, et ceci à partir d'une cohorte de 650 patients dans 22 centres. L'âge moyen était de 58 ans, les patients étaient majoritairement des hommes, avec un IMC à 27,5 kg par mètre carré, et bien sûr un Child-Pugh A dans la très grande majorité. Ils avaient pu avoir une décompensation hépatique, mais ils étaient sevrés en occlusion. Et quel est l'impact d'une consommation d'alcool, quel que soit son niveau? Alors, c'est intéressant parce que Alexandre Louvet nous a montré qu'il y avait une nouvelle mesure. C'est intéressant, cette exposition à l'alcool, cette consommation cumulée. Alors, on peut faire le parallèle avec la consommation en paquet année pour le tabac. Et bien là, c'est en verres par semaine divisé par 7 multiplié par les années. Autrement dit, un verre par jour pendant 10 ans, ça fait 10 verres années, ce qui correspond aussi à 5 verres par jour pendant 2 ans, si j'ai bien compris. Voici quelle était la survie à 5 ans de cette cohorte, 74%, avec une incidence de la reprise d'alcool de 51%, ce qui est quand même assez élevé. Les facteurs indépendants de mortalité étaient le score de Child-Pugh, supérieur à 5, l'âge et la consommation d'alcool au cours du suivi. Alors, quand on intègre cette notion de consommation d'alcool cumulée, eh bien, on voit sur cette courbe quelque chose d'assez parlant, c'est-à-dire que au-delà des valeurs de 3 verres par jour, eh bien, on voit que le risque de mortalité s'élève de façon très significative, mais il est déjà élevé à partir de 10 grammes par jour. Et on comprend mal aussi cette partie médiane, là où effectivement il y a un creux. Alors, ce creux, Alexandre Louvet disait peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de patients qui consommaient peu, entre 10 et 25 grammes par jour, ce qui peut expliquer qu'on ait peut-être une courbe un peu inattendue. Quoi qu'il en soit, une faible consommation d'alcool est associée à un risque de décès chez les patients ayant une cirrhose stade A de Child-Pugh, et le sevrage à l'alcool doit leur être recommandé. Passons aux stéatopathie. Alors, j'ai essayé de comprendre aussi, parce qu'il y a aussi une confusion peut-être aujourd'hui pour parler des NAFLD, MAFLD. Alors, la MAFLD, c'est une entité nouvelle, puisque la NAFLD, c'est une stéatopathie sans alcool, en tout cas avec des seuils de consommation de l'OMS, moins de 20 grammes chez la femme et moins de 30 grammes chez l'homme, et sans autre hépatopathie. Et la MAFLD, c'est une nouvelle entité qui intègre la consommation d'alcool et aussi surtout le syndrome métabolique, avec un critère parmi les suivants: surpoids, obésité, diabète de type 2 ou dysfonction métabolique, avec au moins 2 critères parmi les suivants: un tour de taille augmenté, une hypertension, une hypertriglycéridémie, un HDL cholestérol bas, une glycémie à jeun à plus de 1 gramme, une insulinorésistance ou une micro-inflammation. Alors, on avait 2 entités avant, NAFLD et MFLA pour la maladie du foie liée à l'alcool. Maintenant, on a la NAFLD et la MAFLD. La MAFLD, il y a des personnes qui ont une consommation faible d'alcool et d'autres qui ont une consommation variable. Et puis après, il y a aussi le groupe des MFLA qui, eux, n'ont pas de syndrome métabolique. Alors donc, on va voir des études avec NAFLD pure ou MAFLD.
Alex Parian nous a montré cette étude intéressante avec un questionnaire adressé à des hépatogastro-entérologues français métropolitains, hospitaliers, libéraux ou mixtes. Dans ce questionnaire de pratique envoyé à tous ces praticiens, 75 ont répondu et il y a d'abord une question de pratique. Que faites-vous comme test? Eh bien, on voit que le fibroscan était largement utilisé, la biopsie hépatique était indiquée dans 60% des cas en cas de suspicion de stéatohépatite et quand on voit effectivement les tests sanguins, ils étaient peu utilisés. Quelles étaient les indications de biopsie hépatique? Eh bien, en cas de suspicion de fibrose avancée pour une bonne majorité, de suspicion de stéatohépatite pour un nombre un peu plus réduit, discordance entre les tests non invasifs de fibrose et les transaminases élevées. Alors, qu'en est-il en pratique lorsqu'on interroge sur les patients qui ont été vus consécutivement en février 2020? Il y avait 671 malades et le stade de fibrose était rapporté en conclusion chez 608. Une biopsie hépatique a été réalisée chez 137. Et que voit-on? Que la biopsie hépatique n'a été réalisée que dans 20% des cas, contrairement à l'objectif attendu et à la déclaration des biopsies hépatiques dans ces conditions. Le fibroscan a été toujours majoritairement réalisé et les tests sanguins non invasifs assez peu réalisés. Alors, si on retient les messages, c'est que l'élastométrie est une technique dominante, les tests sanguins sont peu utilisés et Alex Parian nous dit qu'il faut recommander ou développer la combinaison élastométrie-test sanguin et aussi bien chez les hépato-gastro-entérologues. Donc l'utilisation de la biopsie diminue et peut-être qu'il faut quand même la remettre de temps en temps à la bonne place. Nous avons une étude maintenant chez les cardiologues, et c'est le mérite de l'équipe de Besançon d'avoir fait ce travail, parce que c'est la première étude chez les cardiologues qui sont confrontés à des patients ayant un sang métabolique, et doivent-ils dépister la NASH? Alors c'est cette étude Coro-NASH, plus facile à dire que Coro-MFLD, ou NAFLD. Eh bien, cette étude prospective chez 969 patients qui ont une coronarographie, qui était inclus avec des critères métaboliques, obésité, diabète, hypertriglycéridémie à la augmentée, il y en avait 189 dans la cohorte. Eh bien, on a comme premier résultat que la fibrose hépatique avancée avec un fibroscan à plus de 8 kPa était observée chez 5,3% des patients, et ceci après exclusion des patients avec insuffisance cardiaque droite. Les scores utilisés pour évaluer l'intérêt, du moins pour graduer finalement le recours aux praticiens spécialisés, les pathogastro, avant de faire le fibroscan. Donc ils ont regardé les tests sanguins, le FORNS, le e-lift et le NFS. Alors, qu'est-ce que c'est que le e-lift? Voilà, c'est le score développé par Jérôme Boursier et qui a été publié il y a quelques années, qui tient compte de l'âge, du sexe masculin, des transaminases, la ZAT, la gamma-GT, des plaquettes et du TP. Et quand il est à plus de 8, eh bien, on peut faire un fibromètre VCTE avec un fibroscan. Et ceci permet de limiter, bien sûr, l'accès aux spécialistes, puisque finalement, quand il est inférieur à 8, il n'y a pas de fibrose et on peut surveiller à 3 ans. Alors, on voit bien que ces scores ont des capacités de performance variables. Le FORNS a des faux positifs dans 79% des cas. Le FIB4 et l'APRI sont pas très bons puisqu'il y a un faible nombre de fibroses avancées détectées. Quant au score e-lift et au score NFS, les Oroc sont plutôt assez bonnes, à 0,739 et 0,686 respectivement. Donc on peut dire que chez les patients coronariens qui ont des facteurs de risque de NAFLD, eh bien on pourrait faire des tests simples type e-lift ou NFS et secondairement adresser les patients chez les hépato-gastro-entérologues. Alors voilà qui est bien, finalement d'un côté les cardios peuvent dépister la fibrose et ils le font puisque finalement 5,3% de malades sont susceptibles d'avoir une fibrose avancée. N'oublions pas, nous, de dépister la coronaropathie parce que je vous rappelle, en cas de fibrose hépatique avancée, il y a aussi des maladies coronariennes comme le montre cette étude récente. L'incidence des maladies cardiovasculaires est élevée en cas de fibrose avancée par rapport à ceux qui n'ont pas de fibrose sévère. Chez les diabétiques, eh bien, l'étude menée à Beaujon et puis dans d'autres centres, aussi dans les services de diabétologie, et présentée par Laurent Castera, nous informe sur la prévalence de la NASH et la fibrose avancée chez les patients diabétiques de type 2.
4 services de diabétologie ont pu recruter 1159 patients avec un diabète de type 2. Et voyez-vous, la biopsie a été faite de façon systématique avec des critères très stringents. De transaminase à plus de 20 unités chez la femme et de 30 unités chez l'homme. C'est du sérieux, avec 360 biopsies et 330 biopsies analysables et adéquates en fonction de leur taille. Les patients donc étaient majoritairement des hommes et d'âge moyen à 59 ans, avec un IMC à 32 kg par mètre carré, un tour de taille à 109 cm, une hémoglobine glyquée à 7,5%. Et quand on voit la prévalence de la NASH, elle est de 58%, et la fibrose avancée, donc F3 de 28% et F4, cirrhose de 10%. Quels étaient les facteurs associés à la fibrose F3-F4? Une élasticité élevée, un HDL cholestérol bas. Alors on peut se demander si on n'aurait pas pu limiter le nombre de biopsies, notamment chez les patients qui ont une fibrose minime. Alors peut-être que certains patients ont une transaminase normale, mais on sait que les transaminases normales n'excluent pas une fibrose sévère, mais on pourrait effectivement imaginer un test intermédiaire pour limiter le nombre de biopsies chez ces patients. Alors, message important, le dépistage de la fibrose hépatique doit être systématique chez les diabétiques de type 2. Pour limiter le nombre de biopsies, on peut peut-être utiliser des scores non invasifs, Agile 3+, et Agile 4, pour le diagnostic de fibrose F3, F4 au cours de la stéatopathie métabolique. Et dans cette grande étude internationale, dont les résultats ont été présentés par Victor Delédingan, eh bien, nous avons vu qu'il y a eu une cohorte d'apprentissage chez 1434 patients, une cohorte de validation interne pour 700 patients et 2 cohortes externes de grand effectif, c'est-à-dire 8 centres américains avec 585 patients et 3 centres français totalisant 1042 patients. Donc les résultats sont assez robustes. Quand on voit effectivement ce que comportait le score Agile 4, eh bien c'était la mesure de l'élasticité du foie, le rapport ASAT sur les ASAT, les plaquettes, le sexe, le diabète, mais pas l'âge, tandis que l'âge était associé effectivement au score Agile 3+. Alors quels sont les résultats? Eh bien quand on voit ces résultats dans la cohorte, les différentes cohortes, eh bien on voit que le score Agile Plus avait une très bonne performance avec des EUROC à 0,90 dans la cohorte de validation interne, 0,86 dans la cohorte américaine et 0,87 dans la cohorte française pour la fibrose avancée. Et pour la cirrhose, eh bien, les performances étaient de 0,89, 0,93 et 0,89 respectivement. Donc voici peut-être des scores très intéressants et que nous pouvons assez facilement utiliser, qui apportent la meilleure valeur prédictive positive et qui peuvent affirmer le diagnostic de fibrose avancée ou de cirrhose. Il y a une application développée gratuite qui est MyFibroScan. Mais les tests non invasifs ont plutôt une valeur diagnostique. Qu'en est-il du pronostic? Est-ce qu'ils peuvent prédire les événements? Alors, c'est une cohorte de patients atteints de MAFLD, cette fois-ci, entre janvier 2003 et décembre 2016, qui ont eu des tests non invasifs, le FibroScan, le FIB4 et le LiverFast. L'âge moyen était de 56 ans, avec une obésité avec un IMC à 31 kg par mètre carré, donc dans 59% des cas, et un suivi moyen de 62 mois. 78 patients sont décédés, et ils ont développé aussi un modèle composé de plusieurs paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? D'abord, le LiverFast. Bon, j'ai vu que c'était l'ancien FibroMax, donc il n'y a pas de surprise. Je pense que c'est des choses auxquelles nous sommes habitués. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce travail? Eh bien, que les performances diagnostiques étaient assez bonnes pour les différentes techniques utilisées. Alors, pour prédire la mortalité globale, la mortalité hépatique, le LiverFast était plus performant que le FibroScan et que le FIB4. Et en revanche, pour prédire la survenue d'un événement hépatique, le FibroScan était supérieur. Donc voilà une étude qui nous montre que les méthodes de diagnostic non invasif de la fibrose sont non seulement diagnostiques, mais peuvent prédire la mortalité globale et hépatique. Donc la dureté hépatique est prédictive de la survenue d'un événement hépatique, tandis que le LiverFast semble davantage pronostique pour la mortalité hépatique et globale. On va parler des virus. Hépatotropes, eh bien, que nous a dit Stanislas Paul depuis l'accès universel au traitement par AAD, dans cette grande étude à partir des données du SNDS, le Système national des données de santé, eh bien, nous avons pu voir que dans une cohorte de 71 466 patients,
eh bien, il y a eu des progrès. D'abord, un nombre de traitements qui a été effectivement massif, avec un taux de guérison très élevé, et puis surtout un raccourcissement aussi du délai entre le test et l'initiation du traitement en quelques années, puisqu'on est passé de 64 à 37 jours. Et que l'on voit aussi que des patients qui, effectivement, avaient une co-infection par le VIH sont largement traités et deviennent maintenant minoritaires dans les populations que l'on peut observer de nos jours, et qu'il reste encore des populations à dépister et à traiter, notamment les personnes en prison, les usagers de drogue, les migrants, et aussi les malades psychiatriques. Donc il y a un poids relatif de la population psychiatrique, dont 38% n'avaient pas d'ailleurs d'autres cofacteurs ou d'autres facteurs de risque que psychiatriques. Alors, comment aller vers les usagers de drogue? Eh bien, nous avons vu cette présentation très intéressante et cette approche qui est assez efficace à Montpellier, chez 554 usagers de drogue actifs. Un TROD a été réalisé pour les 3 virus, VIH, VHC, VHB. Une PCR GeneXpert a été réalisée si le TROD VHC était positif. Et puis, les patients rencontraient un médecin sur le site. Et donc, c'est la technique de recrutement RDS, pour Respondent Driven Sampling, qui a une double incitation à la fois d'auto-recrutement par les pairs, mais aussi d'indemnisation financière. Et donc, ça a été payant, puisque chez les personnes qui sont quand même à haut risque et qui sont polyconsommateurs, vous voyez, avec 4,7 substances en moyenne, 49 patients avaient un ARN VHC positif, ce qui représentait 8,8% de la cohorte totale. Un traitement a pu être initié chez 37, 30 traitements sont terminés, et sur les 29 analyses disponibles, 27 témoignent d'une guérison, donc d'une réponse virologique, et 55% en intention de traiter. Donc voilà une technique, une approche tout à fait efficace pour accéder aux usagers de drogue qui sont non ou peu engagés dans les soins et pour les traiter. Parlons un peu du B aussi. Alors c'est un sujet qui ne nous touche peut-être pas tous les jours, heureusement, mais que faire et comment réagir en cas de réactivation sévère du virus B? D'abord, il faut peut-être prévenir, faire des traitements préemptifs, bien entendu, mais quand ça survient, quels sont les facteurs de sévérité? Eh bien, dans ce travail mené et coordonné par l'équipe de Paul Brousse, mais multicentrique avec 8 centres français, un espagnol et un canadien, 69 patients ont été vus sur quelques années, d'âge médian 53 ans. Ils étaient graves. L'encéphalopathie a été observée au cours du séjour hospitalier dans 26% des cas. Ils étaient en soins intensifs dans 35% des cas. Et que peut-on retenir? Que la survie sans transplantation de 12 semaines était de 62%. Il y a eu 12 décès et 14 transplantations. Et le score MELD, un peu sans surprise, mais c'est important de savoir quels sont les seuils, est associé au pronostic. Lorsque le score MELD était à plus de 25, la mortalité ou la nécessité de transplantation a été élevée, donc 70% de décès ou de transplantation. Et lorsque le score MELD était à moins de 20, ce n'était que 21%. Donc le message, c'est qu'il faut calculer le MELD, et quand il est à plus de 25, évaluer les malades pour la transplantation. Si le MELD est entre 20 et 25, là, les patients doivent être bien sûr hautement surveillés et en centre de transplantation pour vérifier qu'il n'y ait pas d'aggravation. Le virus B plus Delta, ça fait l'objet de quelques présentations, et là je vous montre le poster de Dominique Rouleau qui a travaillé à partir des cohortes Deltavir et Sirvir, et on voit que l'incidence du carcinome hépatocellulaire est plus élevée en cas de cirrhose B-delta. Donc dans la cohorte Deltavir, il y avait plus quelques malades de Sirvir qui avaient un virus Delta, 142 patients au total, et puis 271 patients qui avaient une cirrhose monoinfectée B. On voit très nettement sur ces courbes de survenue d'incidence de CHC que le CHC était survenu dans 21% des cas à 10 ans chez les patients avec une cirrhose B-delta, contre 4,5% dans le groupe des monoinfectés. Tout ceci nous montre bien, je pense quand même, l'impact de la virosuppression, je l'espère, dans les cirrhoses monoinfectées B, et l'absence justement de virosuppression et la persistance d'inflammation chez les patients co-infectés B-delta, ce qui nous invite à surveiller très attentivement ces patients, voire peut-être à rapprocher la surveillance, c'est ce que suggérait Dominique Rouleau, mais comment, et c'est à discuter, mais en tout cas bien les surveiller et donc être très attentif et surtout et commencer à les traiter, puisque c'est ça qui va aussi diminuer l'incidence du CHC.
Alors justement, pour prédire la cirrhose ou pour prédire la non-cirrhose en cas d'hépatite delta, on sait que tout ça est controversé. La biopsie, c'est le gold standard, et il y avait jusqu'à présent assez peu d'informations sur les tests non-invasifs. Et grâce à cette étude thérapeutique par le lonafarnib, qui est un inhibiteur de prénylation, et dans cette étude internationale dont Tariq Aslan nous a montré les résultats, eh bien, une biopsie hépatique avait été systématique, associée bien sûr des tests non-invasifs, fibroscan, les tests sanguins. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de cela, en tout cas pour cette première cohorte, ces premiers résultats préliminaires qui vont être certainement, bien sûr, affinés. Déjà, on peut dire que, voilà, avec un score appris à moins de 2 et une élasticité à moins de 12 kPa, il y a une valeur prédictive négative de 96,9% pour exclure la cirrhose. Quand il y a un FIB4 à moins de 3,27 et une élasticité à moins de 12,5 kPa, la VPN est de 96,3%. Attention, donc, une élasticité en dessous de 12,5 kPa ne signifie pas absence de cirrhose, puisque, voyez-vous, 42% des patients avaient une cirrhose. Donc, il faut combiner les tests sanguins et le fibroscan. Parlons un peu d'hypertension portale. Alors, on a vu avec beaucoup d'intérêt cette présentation de l'équipe de Lausanne qui a procédé à une relocalisation portale chez les patients qui avaient un cavernome portal non cirrhotique, non tumoral. Ce sera peut-être indiqué dans la prochaine session sur le cavernome porte. Mais en tout cas, voyez-vous, chez les patients qui sont souvent en impasse thérapeutique, eh bien, ils ont réussi à recanaliser la veine porte. Chez 31 patients durant cette période entre janvier 2020 et décembre 2019, en passant par voie transcutanée, transhépatique à travers le segment 5 ou le segment 8. Et donc, ils ont voulu regarder quels étaient les résultats à long terme. Eh bien, il y a eu 27 succès sur 31 patients. Et quand on regarde la survie sans dysfonction à 5 ans, du stent, eh bien, c'est plutôt très bon, puisque la perméabilité primaire à 5 ans était de 73% en analyse per protocole, 63% en intention de traiter, et la perméabilité secondaire, lorsque c'était recanalisé, 76% et 66% respectivement. Les facteurs associés à la dysfonction du stent, c'était une procédure pour douleurs abdominales initiales. On peut penser que c'était plus sévère, et puis l'hémoglobine élevée, peut-être du fait de la thrombophilie. Donc c'est une technique efficace à long terme chez des patients souvent en impasse thérapeutique. Technique plus courante, le TIPS. Quelle est la pratique du TIPS en France ? Eh bien, dans cette enquête présentée par Isabelle Rosa, eh bien, nous voyons que avec 94 réponses provenant de 35 CHG et de 24 CHU, eh bien, on voyait que les TIPS non urgents étaient principalement indiqués en cas d'acide réfractaire. Quant aux TIPS urgents, sans surprise, eh bien, c'était comme l'hémorragie réfractaire. Mais voyez-vous, la récidive hémorragique vient en deuxième position, le TIPS précoce en troisième position, on pourrait dire seulement. Et c'est ce qu'indique Isabelle en conclusion, que le TIPS, malgré tout, est principalement disponible en CHU, certes, mais les patients de CHG sont facilement transférés pour la procédure. Il y a un moindre recours au TIPS préemptif en CHG en raison de problèmes de logistique, mais aussi du manque de conviction des réanimateurs et ou des hépatologues. Cependant, il faut quand même noter un point positif, c'est qu'il y a une amélioration des pratiques depuis l'étude choc menée il y a 10 ans. Alors maintenant, le TIPS préemptif, il faut le faire dans le bon timing et ne pas trop attendre, c'est ce que nous dit Dominique Tabu. Quel est l'impact de l'absence de pose de TIPS préemptif malgré l'indication? Alors comment résoudre cette question? Alors d'abord, le TIPS préemptif, il doit être envisagé dans les 72 heures, idéalement dans les 24 heures, mais bon, 72 heures c'est accepté, en cas d'hémorragie active chez un patient Child-Pug B, alors que les patients reçoivent un traitement vasoactif, ou chez les patients Child-Pug C, 10 à C13. Ce sont les recommandations de Baveno 6. Alors, comment étudier cette absence de TIPS préalable? Eh bien, elle a inclus 142 patients dans une étude rétrospective qui avait eu un antécédent de rupture de varices, 43, et qui avait donc une indication de TIPS ou de non-TIPS. Et donc, il y avait une indication de TIPS théorique chez 18 patients, pas d'indication chez 23. Et lorsque l'on voit la courbe de survie de ces patients, on voit que les patients qui n'avaient pas eu le TIPS préemptif théoriquement recommandé, la survie était moins bonne à 12 mois.
par rapport aux patients qui n'avaient pas d'indication de TIPS. Donc, cela suggère, puisqu'il y a 42% des patients qui avaient l'indication de TIPS préventif et qui, malgré tout, ont renseigné et qui ont un pronostic péjoratif, que le TIPS préventif est certainement un moyen de les sauver d'une récidive ultérieure. Alors, concernant maintenant le TIPS programmé, le score de Fribourg, qui a été récemment proposé et publié, donc, comporte l'âge, l'albumine, la créatinine, la bilirubine. Les auteurs ont montré que le seuil à plus de 0,92 était associé à un haut risque de mortalité et il fallait une cohorte de validation externe. C'est ce que a voulu faire l'équipe de Toulouse. Donc voici le score de Fribourg avec un groupe à haut risque de mortalité à plus de 0,92 et un risque faible qui montre évidemment la bonne survie, ou meilleure survie en tout cas, à moyen terme. Alors dans l'étude de l'équipe de Toulouse, eh bien, ils n'ont pas retrouvé les mêmes résultats puisque il y avait 12 patients à haut risque, 265 à bas risque, et la sensibilité de ce seuil était assez faible pour identifier les patients à haut risque. Le seuil dans l'équipe, ils ont refait les calculs, et par rapport au 95e percentile, eh bien, ils ont vu que leur seuil était à 0,49, et donc le score de FIPS des auteurs de Fribourg n'est pas applicable au centre de Toulouse, et probablement parce que cette cohorte ici était à plus faible risque de mortalité. Donc il faudra valider par centre pour calculer un risque individuel. Alors j'étais intéressé par cette communication assez innovante et sous forme de poster de l'équipe de Grenoble avec un radiologue qui a voulu effectivement résoudre le problème des acides réfractaires mais qui sont contre-indiqués à la transplantation, aux TIPS et aux dispositifs alpha-pompe, en observant finalement qu'il y a une hyperpression lymphatique au cours de l'hypertension portale, ce qui peut participer à la persistance de l'acide. Et donc, sachant que le canal thoracique, effectivement, se jette ici avec une petite valve dans la veine sous-clavière, eh bien, on peut imaginer qu'on peut canaliser le canal thoracique. C'est ce qu'il a fait grâce aux techniques mini-invasives chez 8 patients avec un labor basilic gauche sous anesthésie locale. Il a mis en place, effectivement, des stents de calibre 5 à 8 mm et finalement avec une faible morbidité, eh bien, on a pu voir effectivement une disparition de l'acide chez 2 malades. Donc c'est une technique assez intéressante à suivre. En tout cas, voilà, ça reprend des vieilles séries chez l'animal et aussi des shunts chirurgicaux qui avaient été pratiqués dans les années 70 mais qui avaient été abandonnés par la suite. Qu'en est-il à présent de l'insuffisance hépatocellulaire, de l'encéphalopathie et puis un peu de sepsis également? D'abord, la prévalence des admissions pour encéphalopathie hépatique en France. Il n'y a pas de code à ce jour spécifique dans la classification CIM-10. Alors, comment ont procédé les médecins de la Pitié, et notamment Dominique Tabu? Eh bien, à partir des données du PMSI, ils ont regroupé, ou plutôt essayé de faire un recoupement entre les maladies alcooliques du foie, les atteintes neurologiques aussi, et les critères pour l'insuffisance hépatique aiguë, l'ictère, l'acide, ce qui a permis de retrouver des patients effectivement, qui étaient susceptibles d'avoir une encéphalopathie dite hépatique. Alors, quel est le nombre de patients hospitalisés? On a vu 22 321 patients hospitalisés par an en moyenne, ce qui est énorme. 32 191 hospitalisations par an, puisque les patients sont hospitalisés plusieurs fois et on voyait en moyenne 3,4 hospitalisations par an, avec une mortalité élevée à 5 ans de 46,5%. Donc, c'est un fait important. L'encéphalopathie est fréquente, si on ne le savait pas déjà, associée à une mortalité élevée à court terme. C'est un fardeau, comme elle le dit, mais c'est aussi le témoin de l'évolution naturelle des maladies. Ça montre que nous avons des patients graves à prendre en charge. Et donc, on en saura un peu plus sur cette vraie prévalence, cette vraie incidence des maladies de l'encéphalopathie grâce à un code CIM-10 qui sera disponible en janvier prochain. Alors, il faut détecter l'encéphalopathie, bien sûr, avérée, mais aussi minime. Et l'équipe de Rennes nous a parlé du Simple Animal Naming Test, un test développé par une équipe italienne et
qu'ils ont voulu tester chez des patients à la fois, bien sûr, cirrhotiques, mais aussi chez des patients sans cirrhose, partant du fait que dans l'équipe italienne, c'était des patients d'origine qui avaient une maladie virale, essentiellement, tandis qu'en France, nous avons plutôt affaire à des patients qui ont une maladie principalement alcoolique. Et donc, ils ont voulu voir si il n'y a pas des biais, notamment si le trouble cognitif n'était pas lié à l'alcool, avec le test MOCA. Et puis, bien sûr, le PHES, qui est la référence pour l'encéphalopathie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Que la prévalence, selon le PHES, était à 38% pour l'encéphalopathie minime, qu'elle était de 27% avec le test, l'animal naming test. Et puis, on voyait bien aussi qu'il y avait des corrélations dans les groupes sans cirrhose, et donc ce n'était pas très spécifique. Et donc, la conclusion, et je résume ça, c'est que les troubles cognitifs sont fréquents chez les patients qui ont une consommation excessive d'alcool, mais ce n'est pas l'encéphalopathie, et donc les tests de dépistage simples doivent aussi être interprétés avec précaution, et qu'on a besoin d'autres tests plus spécifiques sans doute. Donc, il y a du travail dans ce domaine. Alors, c'est un travail à peu près équivalent, en tout cas dans l'esprit, puisque l'équipe de la Pitié qui a effectivement vraiment développé cette thématique a évalué 123 patients de façon prospective en hôpital de jour. Donc les patients étaient sujets à des tests neurocognitifs, électroencéphalogramme, des biomarqueurs sanguins, une IRM multimodale avec spectroscopie. Donc, des patients étaient très sérieusement évalués, et au bout du compte, quand on voit le diagnostic confirmé d'encéphalopathie minime, il n'était que de 66%, avec cependant quand même, voyez-vous, une amyonémie qui était à 65,6 millimoles, et le groupe sans encéphalopathie représentait quand même un tiers des malades, qui avaient principalement une atteinte vasculaire et une dysthymie dans quand même 31% des cas. Donc, l'encéphalopathie hépatique n'expliquait dans cette étude que 2 tiers des troubles cognitifs, et ce qui suggère qu'on doit faire un bon examen neuropsychologique et aussi psychiatrique. Concernant le sepsis, alors là, je pense que c'est une technique un peu futuriste, mais peut-être dans le proche futur, parce qu'on voit que tout ça se développe à l'aide de micro-ARN, et dans cette cohorte de patients inclus entre juillet 2019 et mai 2021, eh bien, les équipes ont dosé des cytokines, ont détecté les micro-ARN par technique nanostring. Et ce qu'on peut retenir, c'est que dans cette étude qui était quand même assez... Pardon, puisqu'il y avait 2 groupes très scindés de patients qui étaient sceptiques et dont la mortalité à un mois était de 23% versus 7,4% chez les non-sceptiques. Ils ont pu identifier 34 micro-ARN. Et puis, ils ont pu aussi développer un score composite comportant des micro-ARN, les PNN, la CRP et l'interleukine 8, et faire un score composite qui a une très bonne valeur prédictive de diagnostic de ce sepsis. Alors, c'est affiné, mais on a vu hier des résultats qui sont légèrement différents par rapport à ceux de l'abstract. Et donc, on peut dire que tout ça est en cours de travail, et je pense qu'on va avoir un jour, peut-être, bien sûr, des plus grandes cohortes, une validation de ces tests. Parlons quand même des tumeurs hépatiques. Alors, pour le dépistage, eh bien, voilà, la NGH a mené une étude d'abord de pratique en envoyant un questionnaire à tous les praticiens, et puis pour demander quelle était leur pratique de dépistage chez les patients VHB positifs. Ils ont d'abord questionné sur le score PageB, et le score PageB comporte, je vous rappelle, l'âge, le sexe et les plaquettes, avec, si le score est inférieur à 9, un risque quasi nul de CHC à 5 ans, tandis qu'entre 10 et 17, il est de 3%, et au-delà de 18, il est de 17% à 5 ans. Alors, ce score PageB n'était cherché que dans 25% des cas. La surveillance semestrielle en cas de cirrhose ou fibrose avancée était de 100%, mais il y avait quand même aussi un défaut de dépistage en cas d'antécédents familiaux de CHC, sans fibrose avancée, avec un dépistage annuel pour 1 tiers et semestriel pour 2 tiers des répondants. Et puis, chez les patients qui sont quand même à risque, comme les patients africains et asiatiques de plus de 40 ans masculins, ou les femmes asiatiques de plus de 50 ans, il n'y a pas de dépistage pour 5% des répondants, et un dépistage seulement annuel pour 2 tiers. Alors on voit que les pratiques sont hétérogènes pour les patients VHB+, sans fibrose avancée, et que la surveillance est seulement annuelle dans plusieurs situations à risque. Donc il faut reprendre et suivre les recommandations de l'AFEF. Qu'en est-il du CHC sur hépatopathie métabolique MAFLD? Donc ça, c'est une étude en France, et plutôt en Île-de-France, avec 2 centres tertiaires. Chez des patients âgés de 71 ans, on pense que la cirrhose sur MAFLD est plutôt,
dans un bon nombre de cas, peut-être 25% dans certaines séries associées finalement sans cirrhose, eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas de cette série, puisque 84% des patients avaient une cirrhose, mais comme ils avaient une mafélie, ils avaient une consommation d'alcool et elle était au-dessus des seuils de l'OMS dans 63% des cas, ce qui peut expliquer cette constatation. Et donc, en absence de cirrhose, dans 16% des cas, les tumeurs étaient moins bien différenciées, de plus grande taille, avec un score AFP plus élevé. Le traitement était quand même curatif dans 60% des cas, avec une bonne survie globale, on peut dire peut-être à 3 ans, à 53% des cas, et le score AFP était associé au décès. Donc, on peut retenir que la prévalence de cirrhose est élevée dans cette cohorte de patients atteints de Maffoldi, mais la consommation d'alcool est excessive, et les auteurs ont pu noter quand même que le dépistage était plutôt bien assuré dans 50% des cas. Alors, on aimerait bien avoir des marqueurs sanguins qui peuvent s'ajouter à l'échographie, et on a vu cette présentation avec la progastrine, qui est un précurseur de la gastrine, qui est présent dans le sang de plusieurs patients, des patients atteints de plusieurs types de cancers, et notamment dans le carcinome hépatocellulaire. Et tout ça, c'est assez intéressant, puisque on voit que le seuil de la progastrine à 4,5 picomol était discriminant. Ils avaient d'abord utilisé un seuil de 100 nanogrammes par millilitre pour l'AFP. Et ils ont vu surtout qu'il n'y avait pas de corrélation entre les taux d'AFP et de progastrine. Et là, je vous montre les courbes simplement avec les seuils de 4,5 picomol pour la progastrine et de 100 nanogrammes pour l'AFP, mais il y a aussi des figures qui montrent qu'au seuil de 20 nanogrammes par millilitre d'AFP, la progastrine est également discriminante. Donc, à suivre, on peut penser que si ça se confirme, la progastrine pourrait un jour être un autre biomarqueur combiné à l'AFP, et notamment pour les tumeurs qui sont AFP négatives et de stade précoce. À voir. Quant au CHC réséqué, eh bien, on sait qu'il y a un risque élevé de récidive à 2 ans, 5 ans, et il est important de prédire cette récidive, peut-être pour développer, je pense, des thérapies adjuvantes. Dans ce gros travail que nous a présenté Charlotte Costantin, eh bien, dans 14 centres en Europe et 3 en Asie, totalisant 2387 patients, avec une cohorte de test, une cohorte de validation, 9 variables ont été identifiées, la bilirubine, l'albumine, le taux d'AFP avec des seuils entre 10 et 100 ou à plus de 100 nanogrammes, le caractère multifocal du foie, la taille du plus gros nodule, à plus de 40 mm, des nodules satellites, la filtration vasculaire, les marges chirurgicales positives. Et bien, on voit qu'il y a 4 niveaux de risque. Et donc, ceci est assez important. Je pense que c'est quand même un énorme travail qui va être un peu affiné avant la publication, mais qui nous montre qu'on peut stratifier les patients et définir les patients qui seront peut-être éligibles un jour à des traitements adjuvants. Concernant le CHC non résécable, eh bien, nous avons vu les résultats encore préliminaires de l'étude Editor à partir de la cohorte CHIEF, qui nous enseigne qu'en France, dans la période de recueil, eh bien, 32% des patients avaient un CHC non résécable et que le traitement systémique de première attention, c'était un peu sans surprise, le sorafenib dans 59,6% des cas, avec un peu moins de combinaison atezolizumab. Alors une tumeur qui n'est pas cancéreuse, mais qui a un profil très défavorable, c'est une tumeur parasitaire qui est l'échinococose alvéolaire, et grâce au gros travail du Centre national de référence de l'échinococose et présentation par Mme Knapp et puis bien sûr coordonnée aussi par Solange Bresson, eh bien nous avons vu que avec ce recueil de 1982 à 2018, avec 3 périodes d'analyse, 776 patients avaient été inclus. On pouvait retenir que 90% des patients vivant en zone d'endémie étaient infectés, et donc ça c'est vrai qu'ils étaient à la fois, bien sûr principalement dans l'Est et dans la Centre, mais on voit une évolution vers l'Ouest aussi. Et une évolution également au cours de la période C par rapport à la période A, avec une augmentation de l'incidence qui est passée de 14 cas par an à 37 cas par an, donc peut-être un meilleur diagnostic aussi, avec une survie stable en 15 ans. À 15 ans, avec une survie qui était équivalente de l'ordre de 60%. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'incidence de l'échinococose augmente, qu'il y a une extension vers l'ouest. Est-ce que ce sont les personnes qui migrent ou les renards qui migrent? Quoi qu'il en soit, les personnes s'infectent au cours d'activités professionnelles, notamment agricoles ou de jardinage ou de loisirs. Et on a appris bien sûr que les poulaillers, les jardins étaient protégés en Franche-Comté par des grillages de 1,50 m. Donc, il faut faire très attention à ne pas se faire affecter par ce parasite. Et merci Solange de ce très beau travail. Alors,
Qu'en est-il de la transplantation hépatique? Eh bien, l'infection ABMR est fréquente chez les patients transplantés. Elle a un impact sur la survie. Dans ce travail mené par l'équipe de Villejuif, on voit que les épisodes infectieux étaient assez fréquents, donc plus d'un épisode infectieux pour 36% des malades. Une BMR était identifiée chez 28%, avec principalement des bactéries sécrétrices de bêta-lactamase, et puis avec des carbapénémases également dans 15% des cas. On voit qu'il y a un impact sur la survie à 1 an, bien sûr sans surprise, mais voilà, 79% de survie en cas d'infection ABMR et 93% sans infection ABMR. Les facteurs de risque étant la colonisation ABMR, l'encéphalopathie pré-greffe et la reprise chirurgicale. Donc, il faut dépister le portage ABMR et respecter les bonnes pratiques avant et après la transplantation. Peut-on prédire le risque de saignement préopératoire par la mesure du gradient de pression? Oui, dans ce travail de Clichy, on voit que la mesure du gradient de pression a été informative puisque, outre le MELD, c'était associé à davantage de pertes sanguines, davantage de transfusions et des perfusions de noradrénaline. Donc, la mesure du gradient de pression pourrait permettre d'anticiper les transfusions. Alors, disons un mot des maladies rares et moins rares. Le Covid, parce qu'il fallait quand même présenter la série Covid et foie, qui permettait d'identifier les facteurs pronostiques de décès. 946 patients ont été inclus par 61 investigateurs et dans 30 centres. Le recrutement continue. La fibrose avancée était observée chez 37% des patients, 32 F3, 318 F4 et 41 patients avaient une cirrhose Child-Pugh B ou C. Il y a eu 245 transplantations. Les points importants, c'est que 43% ont été hospitalisés, dans 24% en réanimation. Les facteurs de risque décès étaient la cirrhose Child-Pugh B ou C, le sexe masculin, et chez les patients après exclusion des patients cirrhotiques Child-Pugh B ou C, c'était le sexe masculin, la fibrose avancée, le stade F3, F4 bien sûr, et le diabète et l'âge. Mais, bonne nouvelle, il n'y avait pas de valeur pronostique de l'immunosuppression. Donc la mortalité est élevée chez ces patients, ce qui montre que la vaccination est impérative et la 3e dose nécessaire. Le risque est élevé chez les patients Child-Pugh B ou C, mais il n'y a pas de surmortalité liée à l'immunosuppression. Alors, je pense que je vais bien sûr parler de cette grande étude sur la chirurgie biliaire primitive que nous a présentée Christophe Corpechot. Donc, voilà une étude multicentrique chez plus de 5000 patients dans 18 centres, 11 pays. Et que peut-on voir? Eh bien que le fibroscan, l'élasticité, est très prédictive des événements et la survie sans transplantation ni complication, avec une élasticité, voyez-vous, à moins de 7,8 kPa ici, qui est plutôt de bon pronostic, entre 7,8 et 15 avec un risque intermédiaire et le risque élevé de mauvais pronostic. Donc, ça confirme les travaux de l'équipe de Saint-Antoine, et ceci indépendamment de la biologie. La mesure de la dureté du foie pourrait être associée à la réponse biologique comme critère de jugement dans les essais. La prochaine étape, c'est l'évolution de la cinétique de la dureté du foie. J'aurais pu parler, mais je n'ai pas tout le temps pour parler de la triantine, qui est aussi efficace que la dépénicilline dans cette étude de non-infériorité, avec une meilleure tolérance. Nous avons vu aussi un très beau travail sur la divergence évolutive du HLA, qui reflète l'étendue de l'immunopeptidome et qui prédit le rejet de greffe. Nous avons vu aussi la volumétrie hépatique avant pose de TIPS, qui ne prédit pas la survie, sauf peut-être dans un sous-groupe, mais à suivre. Et puis, qu'est-ce que je vais emporter comme message après toutes ces communications fort intéressantes? Eh bien, je pense au questionnaire audit, même si on n'a pas parlé, mais parce qu'il faut penser à l'alcool. Et il y a des études qui vont démarrer peut-être aussi pour montrer quelle est notre pratique. Je recommande un sevrage complet chez les patients ayant une cirrhose compensée liée à l'alcool. Je recommande le FIB4, mais je conseille un deuxième test à quelques semaines pour écarter les faux positifs. J'implique les médecins généralistes, mes collègues diabétologues, cardiologues dans le dépistage de la fibrose avancée, en cas de stéatopathie métabolique. J'utilise plus souvent les tests non-invasifs combinés à l'élastométrie et je propose une biopsie en cas de discordance, mais je ferai peut-être moins de biopsie grâce au score AGIL3+, et AGIL4. Je pense au dépistage du VHC chez les patients à risque et supposés moins à risque. J'utilise plus souvent le score PEGB pour dépister le CHC sur hépatopathie virale en dehors de la fibrose avancée et je dépiste les autres groupes à risque. Je dépiste l'encéphalopathie par les tests simples, mais je me méfie des faux positifs et troubles cognitifs chez ces patients avec une consommation d'alcool. J'évoque des diagnostics différentiels et je fais appel à un neurologue s'il n'est pas trop occupé. Et en cas d'hémorragie par rupture de varices œsophagienne, je me pose la question du TIPS préemptif lorsque les critères sont présents
et je vous remercie pour votre attention.